commence sur le SNEAS, enfin les questions de Madame la sénatrice Benbassa. Donc sur le SNEAS, l'objectif n'est pas à ce stade de cribler l'ensemble des fonctionnaires. Hein, on se concentre sur ceux qui exercent des missions de sécurité ou pour d'autres professions que les fonctionnaires, ceux qui touchent à des questions de sécurité. C'était d'ailleurs l'objet à l'origine de la loi Savary sur les personnels qui travaillaient dans les transports et qui étaient en charge de missions de sécurité. Et donc la cible c'est quand même d'être en capacité, avec l'effectif que j'ai rappelé tout à l'heure, de pouvoir procéder en 2021 à environ 3 millions d'enquêtes annuelles, ce qui est quand même un niveau assez significatif. Et donc l'objectif cible, je le redis, 67 agents donc à la fin de 2020, et ce qui nous semble suffisant pour assurer donc les contrôles tels qu'ils sont prévus. Deuxième question, l'extension. L'extension, elle est proposée dans le rapport Diard et Pouillat, qui propose d'étendre le criblage à un certain nombre de catégories professionnelles. Nous avons plusieurs réunions, alors je les cite, hein, par exemple les personnes qui sont en contact de la petite enfance, les personnes qui sont en contact avec des personnes vulnérables, et donc là nous avons une série de réunions interministérielles, et donc sont à l'étude des textes pour étendre le cas échéant les compétences du SNEAS. Voilà ce que je peux dire sur le SNEAS. Vous interrogiez sur vous aviez une troisième question, pardon, sur le contrôle qui aurait dû être fait en 2014 au moment du mariage de l'auteur de l'acte. Attention, hein, donc quand il y a donc le mariage, effectivement, en disant les choses dans l'ordre, c'est un événement nouveau qui justifie que l'on regarde à nouveau le dossier d'habilitation, bien évidemment, y compris lorsque cette habilitation est en cours. On n'attend pas le renouvellement. Mais un mariage ne justifie pas forcément que l'on fasse une enquête d'habilitation qui soit poussée. Vous savez que les enquêtes d'habilitation revêtent plusieurs formes. Ça va du criblage, ça peut aller du simple criblage jusqu'à l'entretien individuel, voire, et c'est prévu par les textes, l'utilisation de techniques de renseignement. Au cas d'espèce, un mariage ne suffit pas forcément à déclencher une enquête d'une telle intensité. Pour compléter, avec deux questions qui se recoupent un peu, qui sortent aussi seulement du sujet de l'examen pour le secret et l'habilitation de défense et pour nos fonctionnaires, et je crois en faisant attention toujours à bien distinguer cela. Il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en place un dispositif de criblage pour l'ensemble de la fonction publique française, à moins qu'il y ait une décision politique qui relèvera du Parlement de le faire. Mais je crains, Madame la sénatrice, que vous puissiez nous le reprocher si je suggérais de passer au crible la totalité des fonctionnaires de France. Je ne suis pas sûr, par exemple, que dans l'éducation nationale, ça ne provoque pas quelques tensions. Et donc, il est important d'avoir en tête que nous devons avoir le bon niveau d'information, mais pas rentrer dans une société du contrôle absolu. Mais je pense que ce n'était pas le sens de votre question. Mais en même temps, vous avez cité un nombre de fonctionnaires qui ne correspond pas forcément à ceux qui aujourd'hui sont considérés par nos interventions. Mais la question se posera parce que le risque peut exister. Il y a la question de la forme d'information sur un risque et donc sur la caractérisation de la radicalisation. Je pense qu'il faut que nous avancions vers la forme la plus neutre possible. Pour ce qui concerne les services de police, je considère que c'est la responsabilité d'un policier ou d'un gendarme d'assumer la dénonciation de phénomènes de radicalisation qu'ils constateraient. Et pour moi, ça n'est pas négociable. Ça fait partie de leur mission. Ils doivent protéger les Français, ils doivent protéger leurs collègues, et je refuse qu'ils m'opposent une réserve sur ce sujet-là. Mais nous devons quand même prévoir la possibilité de les protéger. Et la façon de les protéger, c'est qu'ils vont voir le référent en charge de la radicalisation, qu'ils échangent avec lui, qui n'a pas besoin, Laurent Nunez l'a rappelé, il n'a pas besoin d'avoir un signalement écrit pour prendre la décision d'aller un peu plus loin dans les investigations. Et je pense que c'est ce système-là qui doit être fiable. Dans le cas qui nous concerne, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des signaux qui ont été considérés comme de faible intensité. Il y a eu des discussions, et quand le responsable en charge de la radicalisation a dit « Est-ce que vous faites un signalement? Est-ce que vous voulez qu'on s'en charge ?» En gros, ils ont répondu, selon ce dont je dispose dans l'enquête administrative qui m'a été remontée, ils ont répondu « non, on gère ». Il se trouve qu'il y a quelques semaines encore, le responsable, un des responsables en charge de ces sujets, est repassé dans le service en question et a posé la question « comment ça se passe ?» Bien. Il se trouve qu'il y a quelques semaines encore, dans ce service, quand on organisait un pot, tout le monde était invité et on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de porc, parce que le fait qu'un des membres du service soit musulman était connu, et donc on respectait cela. Voilà. Le problème que nous avons eu, c'est qu'on n'a pas considéré à ce moment-là que les éléments étaient suffisants. Or,
S'il y avait eu cette information, plus une autre, et peut-être que l'enquête pourra montrer qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient caractériser la radicalisation, à ce moment-là, nous aurions peut-être pu éviter ce qui s'est passé. Plus globalement, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la lutte contre la radicalisation et l'islamisme politique. Et je pense qu'il faut nommer les chats comme ils sont. Et donc, il s'agit vraiment de mener une action déterminée contre toutes les formes de radicalisation, et en particulier l'islam politique. Il y a des outils dont nous disposons depuis 2014. La création du FSPRT, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme d'octobre 2017, le plan d'action contre le terrorisme qui a été adopté le 13 juillet 2018, la coordination entre services renforcée par la création du CNRLT et le chef de file de la DGSI, et le plan de lutte contre la prévention de la radicalisation qui a été élaboré le 23 février 2018. L'idée, c'est d'intervenir, y compris par territoire par territoire, où on voit qu'on a des écosystèmes qui se créent. Il y a la mosquée, il y a l'association, il y a l'école, il y a le commerce, il y a tous ces dispositifs. C'est de donner la main aussi au territoire avec tous les acteurs pour intervenir. J'ai évoqué hier, en répondant au QLG, des chiffres que nous n'avions pas communiqués jusqu'à présent. Mais dans le cadre des plans de lutte contre la radicalisation dans les quartiers, depuis février 2018, 129 débits de boissons ont été fermés, 12 lieux de culte ont été fermés, 2 dans le cadre de la loi SILT, et je précise cette différence pour vous dire que la loi SILT, elle encadre le dispositif lié à un prosélytisme religieux, mais nous avons d'autres moyens de faire fermer des lieux de culte, et nous le faisons. 9 établissements culturels associatifs ont été fermés, 4 écoles ont été fermées, 503 contrôles CODAF ont été réalisés, et 2 chiffres, 2,5 millions d'euros redressés par la CAF, 12,2 millions d'euros redressés par l'URSSAF. Je cite ces 2 chiffres pour vous dire qu'on veut intervenir de façon la plus large possible pour qu'effectivement on ne laisse pas s'organiser un écosystème qui porte cette radicalité et cette radicalisation politique. Et il y a un combat qu'il nous faut mener, c'est celui de la lutte contre l'évitement scolaire. Dans certains quartiers que nous suivons en particulier sous l'autorité du préfet Frédéric Rose d'ailleurs, aujourd'hui auprès de moi, dans certains quartiers où on peut voir les évolutions, on a des indicateurs qui évoluent bien sur les formes de violence, sur le chômage, etc. Par contre, on a des indicateurs qui évoluent mal. C'est sur la déscolarisation des enfants. Ça, c'est une alerte sur un phénomène de radicalisation dans un quartier contre lequel nous devons lutter. Et donc, c'est vraiment nous armer, et nous armer moralement. Parce que, y compris cette polémique que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que je dise il peut y avoir des signes de radicalisation et qu'il y ait des gens qui trouvent utile de faire des blagues, de faire un hashtag sur ce sujet, qui ne me touche pas personnellement, montre bien qu'au fond, c'est peut-être aussi dans nos esprits qu'il faut qu'on arrive à s'éveiller sur un vrai risque. Notre société, face au terrorisme, mais aussi face à l'islamisme politique, face à ces radicalisations-là, notre société court un risque. J'assume de vous le dire politiquement. Et donc, il nous faut aussi nous réarmer. C'est ce à quoi nous a invité le Président de la République.